Le livre n'est pas le livre du film, c'est complémentaire, ça donne beaucoup plus, ça revient sur des aspects qui sont juste effleurés, c'est différent, mais à chaque fois je le regarde avec un regard, je me dis peut-être qu'il y a trop de choses, je me critique un peu, mais voilà. Le titre du livre ? Le livre, c'est Les médias, le monde et nous. En fait, le film est tourné un peu comme un road trip et vous avez vu, bon, on me voit beaucoup à l'écran. Le livre, il est plus inclusif, je pense. Mais le propos reste le même, mais j'essaie d'aller plus loin et de proposer des outils. Et il y a plein de références. Il y a plein de gens en fait, qui ont vu le film qui m'ont dit en fait, j'aimerais le revoir une deuxième et une troisième fois. J'ai envie de prendre plein de notes. Donc j'ai créé un site web où je mets pas mal de ressources. Mais le livre, c'est aussi un outil qui va vivre différemment. C'est un objet complémentaire. Et c'était important pour moi de le faire aussi pour dire plus, pour poser la pensée plus en profondeur. Je viens de l'écrit, donc c'est un exercice différent. Donc c'était vraiment crucial pour moi de le faire. Et alors ? Le revoir, le film, cette fois ? Je sais pas, c'est plutôt à vous que j'ai envie de demander ce que ça fait. Avant de leur passer la parole. Moi, je suis toujours émue de revoir certaines séquences qui n'ont pas été faciles à vivre. J'ai toujours autant de plaisir à voir des confrères et des consoeurs parler du métier. Mais après, moi, j'ai la tête dans le guidon. Donc, je sais, ce qui m'importe le plus, c'est comment c'est perçu, surtout entendu, et ce qu'on va pouvoir faire de tout ce questionnement. Parce que je pense que ce qui me touche, en fait, avec un film, c'est que ça génère des débats qui sont beaucoup dans l'émotion, ce qu'on ne connaît pas forcément quand on fait de l'écrit. On a des commentaires, on a des écrans interposés, et là, quand on est en face à face, ça permet de se parler vraiment, et je sens qu'il y a des petites graines qui se sèment, et ça me fait du bien, en fait. Je me dis que j'ai pas fait ça pour rien, et que si je l'ai porté, c'est qu'il y avait quelque chose à faire. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire, ça c'est certain. Comme ça, vite, sans réfléchir, quelque chose que vous aimeriez ajouter à ce film qui n'y est pas ? Depuis qu'il a été terminé, est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez y ajouter ? Non, il y a peut-être des choses que j'aurais pas refait de la même manière, mais pas grand-chose. Il y a des initiatives que j'aurais voulu filmer qu'on n'a pas pu filmer, mais on a trouvé d'autres qui voulaient dire à peu près la même chose. Je pense que le message essentiel, il y est. Non, pour l'instant, non, il me va bien comme ça. À vous ? Merci infiniment de ce film très fin, très profond et qui remue ce qu'on perçoit en nous depuis tellement longtemps que ça fait du bien de le voir. Il y a juste quelque chose qui m'étonne, c'est que vous avez questionné les médias du point de vue de la profession des médias. Et je m'attendais peut-être à voir un philosophe, à voir un politologue, à voir un universitaire réagir. Parce que tout juste a-t-on vu un parallèle fait avec le monde de l'alimentation, mais point d'autre. Et est-ce conscient, est-ce choisi ? Y aura-t-il un deuxième film de ce type avec d'autres professions ? Je m'arrête là. En fait, quand on voit Yves Citon, c'est le chercheur qui, pour moi, a énormément réfléchi à ce sujet. Il a écrit un livre qui s'appelle Médiarchie, qui m'a profondément touchée, parce que il explique, en fait, il fait une écologie des médias. Et moi qui m'interrogeais sur la place de l'écologie dans les médias, je me dis, en fait, il a entièrement raison. Ce qui concourt aujourd'hui à la destruction de notre environnement, c'est la même chose qui est en train de détruire notre rapport à l'information, à ce qu'on se met dans la tête. Et pour moi, c'était une des pensées les plus abouties sur la question. Donc c'est pour ça qu'on l'a mis dans le film. Mais Yves Citon, on l'a filmé pendant 2 heures. J'étais passionnée, je buvais ses paroles. Et le monteur, William Roy, qui a fait un travail formidable sur le film, me dit, je peux pas le mettre beaucoup. Et je me suis battue pour qu'il y soit. Mais il me dit, en fait, tu vas voir, les gens, ils vont vraiment en avoir une tartine, ils vont en avoir marre, quoi. On fait du film, Anne-Sophie n'était pas en train de... Donc je crois que c'est pour ça aussi que je voulais absolument faire le livre, parce que j'aime bien aller dans le fond des choses. Et donc, dans le livre, j'ai pu citer plein d'études, plein de chiffres, plein de choses qu'on ne peut pas mettre dans un film, parce que ça n'aurait pas été dit de la même manière, ça n'aurait pas donné de relief. Donc j'ai un peu le souci du détail, je suis un peu une perfectionniste. Et voilà, donc j'ai Yves Citon. On a filmé Jean-Marie Charon, qui est un sociologue des médias, qui est très très connu, qui passe un peu partout. On l'a pas gardé, on a fait des choix au montage, et voilà. Et c'est vrai que j'ai interrogé des journalistes connus, j'aurais pu en interroger des moins connus. J'aurais voulu, oui, si des choses à faire, ça peut-être donner plus la parole au public, mais en fait, pour moi, le film, il lance juste quelque chose, c'est pas l'aboutissement, c'est plutôt un point de départ pour après construire.
Et l'UNESCO, à qui j'ai envoyé le film, donc quand il a été terminé en janvier, j'avais travaillé pour eux en 2006 sur une étude justement, et je me suis dit tiens, ça pourrait les intéresser. Ils font beaucoup de travail sur l'information, l'éducation aux médias. Donc j'ai une amie qui y travaillait, je lui ai dit est-ce que tu sais qui je peux contacter? J'ai envoyé le film aux personnes qu'elle m'a indiquées. Et une semaine après, j'ai eu une réponse d'une dame adorable qui me dit j'ai adoré votre film, mais j'aimerais vraiment qu'on fasse quelque chose ensemble. Et donc l'UNESCO est partenaire, c'est pour ça qu'on a fait l'avant-première en fin mars là-bas. On a 1200 personnes qui sont venues, c'était un très chouette moment. Mais eux, ils aimeraient qu'on fasse aussi un deuxième film, mais aussi dans les pays où c'est compliqué de s'informer, où il n'y a pas une liberté de presse aussi développée. Et ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire, en fait. Et malheureusement, on ne peut pas tout vivre, on ne peut pas tout faire. Donc, il faut l'accepter. Mais voilà, c'est work in progress. Donc, on avance encore quand même. La prochaine étape, c'est le livre. La prochaine étape, c'est le livre. Il sort quand ? Donc le livre, oui, alors là, il va sortir le 23 octobre, donc dans 10 jours, ouais, c'est ça. Vous pouvez aller en ligne aussi, donc vous le verrez sur le site web, donc lesmediaslemondetmoins.com. On a fait une web-série avec l'INA, donc l'Institut national d'audiovisuel. Quand j'ai été les voir, pareil, j'avais travaillé avec en 2015 pour la COP 21. Et non, je leur dis, on a eu beaucoup de rushs, beaucoup de choses qu'on n'a pas exploitées pour le film. Est-ce que ça vous intéresse de faire une web-série où on utiliserait ça, on va refaire des interviews, mais pour expliquer les modèles de réinvention des médias de manière beaucoup plus affirmée que ça n'apparaît dans le film. Et donc, ils nous ont soutenus pour faire ça. Et ça a été diffusé à raison d'un épisode par jour, là, de lundi à vendredi. Donc, ils sont encore en ligne. Je vais les mettre sur le site du film pour... voilà, donc on prolonge la réflexion. On essaye aussi d'aller beaucoup dans les écoles. Et là, aujourd'hui, je suis en train de réfléchir à... Comme il y a beaucoup d'étudiants qui viennent me voir, beaucoup de profs aussi, je me dis, il y aurait quelque chose à faire, peut-être créer une chaire de recherche, trouver des financements pour faire venir tous les intervenants que j'ai rencontrés, toute la pensée qui a été développée pour essayer de prototyper des nouveaux projets médias, mais avec le public. Donc, limite, créer un lieu où on pourrait inviter le public à venir, faire des choses tous ensemble, ça me plairait dans l'absolu. Mais le côté bien s'informer aussi, pour moi, crucial. Et si je poursuis la comparaison alimentaire, j'ai travaillé il y a 10 ans sur le locavorisme, en fait, l'alimentation locale. C'est pour ça qu'un jour, le parallèle, il m'est venu de manière assez évidente. Carlo Petrini, en 80, a créé l'association Slow Food, vous en avez sans doute entendu parler, en réaction au McDo, à la Big Macisation du monde, au fast-food, et en disant, on mange mal, faites attention, parce que nos goûts s'uniformisent, c'est dangereux pour nos santé, il faut faire des sentinelles du goût, défendre une alimentation bonne, propre et juste. Moi, sur l'information, je pense qu'on en est juste à ce stade de compréhension. Je pense que l'alarme a été sonnée en 2016 avec le Brexit. Avec l'élection de Trump, on s'est rendu compte que les journalistes étaient coupés d'une partie de la population, qu'il y avait des déserts. Et aux États-Unis, ils ont beaucoup de déserts de presse, la presse locale qui disparaît, ce qui implique ça a des grosses conséquences après sur les élections. Les études le prouvent justement, et ça, voilà, c'est un propos que j'ai pu détailler avec les propos de chercheurs dans le bouquin. Et je pense que du coup, il faudrait monter comme ça un mouvement autour du bien s'informer, du mieux s'informer. On ne sait pas comment l'appeler, mais on est en train d'y réfléchir avec d'autres pour que véritablement le public, les gens puissent se réapproprier ce rapport à l'information et se dire, en fait, je peux être conscient, je sais ce que je mets dans mon cerveau. C'est un peu ce que dit Axel Latuada, c'est voilà, et j'ai le droit de me divertir et de regarder des choses légères, j'ai le droit de faire des choses un peu différentes, je fais tout ça, mais en conscience, mais surtout essayons de préserver des zones de conversation, parce que la tendance aujourd'hui, c'est des algorithmes qui nous enferment dans notre mode de pensée, mais aussi une façon de chercher l'information qui fait qu'on va trouver plus ou moins ce qu'on cherche. Donc du coup, c'est très compliqué quand on a des opinions politiques divergentes de trouver un terrain d'entente vu qu'on va s'informer sur des canaux différents. Et ça, pour moi, c'est un vrai problème politique pour le coup, surtout qu'on va devoir se mettre d'accord demain sur des choix de civilisation très importants. Et on voit bien qu'aujourd'hui, c'est les extrêmes qui sont en train de monter de part et d'autre, et ça interroge beaucoup.
Et l'information est clé dans tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on bâtit comme contre-pouvoir et comment on fait pour se prémunir de tout ça et refaire société? Ça, c'est un vrai terrain à reconquérir. Et donc, voilà, dans les perspectives que je vois dans ce dispositif, il y a un peu de tout ça, quoi. Mais je ne vais pas le faire toute seule. Hein. Donc, si vous avez envie d'aider, si vous laissez des commentaires ou autres, j'essaie autour de moi de mettre du monde, de trouver de l'argent aussi pour diffuser le film plus largement. Parce que comme la télé française pour l'instant, c'est un peu compliqué. Je me dis qu'il faut qu'on trouve d'autres moyens et qu'on le porte de manière par le bas, quoi. Il faut que ça pousse. Ça, c'est très très fort. Donc, aux nouveaux journalistes d'inventer un métier, en fait. Ça pose la question des canaux de diffusion. C'est les annonceurs qui sont partis, donc il n'y a plus d'argent. Donc là, on pose la question d'un point de vue économique, mais à aucun moment on posait la question d'un point de vue éditorial. Est-ce que ce que vous racontez, est-ce que c'est juste? Est-ce que les gens... pourquoi est-ce qu'on se détourne? Pourquoi est-ce qu'on va voir Thinkerview qui offre du long débat que vous n'oserez jamais faire en télé? Enfin, c'est Fotorino qui le dit dans le film, qui dit, oui, on aura toujours besoin des journalistes. Mais voilà. Et c'est ce que je disais à des étudiants là à Bordeaux, l'Institut de journalisme en début de semaine, parce qu'ils ont toutes leurs spécialités. Donc je fais spécialité radio, télé, presse écrite. Je leur dis, c'est bien, faites une spécialité en effet, mais aujourd'hui, la radio fait de la télé fait du podcast, un site web va faire de la vidéo. Enfin, en fait, tout ça maintenant, il faut surtout s'adapter. En fait, vous allez avoir plein d'outils qui vont évoluer, plein de réseaux qui vont s'ouvrir, de réseaux sociaux. Là, on voit les jeunes sur Twitch, sur TikTok, il y a plein de choses qui émergent. C'est ce que dit Stéphane Pauline dans le livre. Donc c'est important d'être curieux, de comprendre justement le fonctionnement des médias pour adapter votre pratique journalistique à tout ça. Mais surtout, ayez toujours en tête ce que vous voulez en faire. Un outil reste un outil. Ce qui est important, c'est le sens qu'on veut mettre dedans, les valeurs qu'on lui donne. Et le journalisme, c'est pareil. Il y aura toujours besoin de personnes qui font bien leur métier, qui connaissent bien leurs fondamentaux, qui sont rigoureux dans l'information, qui vont vérifier les faits, mais qui vont aussi pouvoir se positionner autrement. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est aussi cette question de la posture que l'on a dans la société. Et ça pose plein de questions. Et j'ai l'impression que les anglo-saxons, parfois, vont un petit peu plus vite que les Français. Moi, je me demandais, déjà, la définition peut-être d'un journaliste, parce que là, on voit qu'il y a... Enfin, j'aime bien c'est un super film, il y a beaucoup de choses, je pense. En effet, il faut le voir plusieurs fois pour tout absorber. Mais sur la fin, on voit il y a les youtubeurs, il y a des personnes qui écrivent des blogs, il y a le podcast, enfin, il y a plein de formats qui explosent, il y a plein de personnes qui prennent la parole. Mais du coup, c'est quoi le lien entre les journalistes, c'est quoi leur rôle, c'est quoi leur définition, et ces nouveaux preneurs de parole? Un journaliste, c'est quelqu'un qui doit normalement respecter une déontologie, qui va essayer de narrer la réalité le plus possible. C'est Paoli, c'est ce qui m'a touchée la première fois que j'ai rencontré. Sa question, c'était: suis-je un bon narrateur du monde? Ai-je fait des choix éditoriaux et est-ce que j'ai fait des reportages qui étaient les bons au bon moment, correctement? Est-ce que j'ai été aussi bon que je n'ai pu l'être? C'est quelqu'un qui se remet en cause, c'est ce que dit Arfi, hein. Ça doit nous laisser intranquilles. Je dois me bousculer moi-même, je ne dois pas aller chercher quelque chose qui va me réconforter forcément ou aller dans le sens du poil, et du coup c'est se méfier des faits, c'est toujours être curieux et en même temps distant et questionner et vérifier et être rigoureux. Et donc c'est le sens de ce que veut dire Paoli quand il dit c'est du travail et beaucoup de modestie. Pas se croire supérieur. Moi, c'est ce que j'ai détesté dans Hebdo, c'était tous les égos des gens qui étaient dans la rédaction, qui n'arrivaient pas à faire corps dans une rédaction qui était au service d'eux. Ils n'ont pas eu le temps de mettre ça en place et c'était détestable comme ambiance. Et c'était dommage parce qu'au contraire, ils avaient tout écrit. Ils avaient entre les mains de l'or pour faire quelque chose de fantastique. Voilà. Par contre, aujourd'hui, il y a plein de médias et tout le monde peut prendre la parole. Donc, ce qui est intéressant, par exemple, avec Axel Latuada, qui était le vidéaste youtubeur que je voulais, c'est que lui travaille avec Marc Deboni, Fabrice Deboni, qui sont un réalisateur et un journaliste qui était au Figaro, qui est passé aux médias et qui, du coup, sont très rigoureux dans leur recherche de l'information. Et normalement, les youtubeurs, alors qu'ils font ce type de contenu, je ne parle pas de ceux qui font du divertissement ou autre, mais quand ils ont une communauté, le modèle communautaire est intéressant dans ce qu'il peut porter, mais aussi, quand on casse cette confiance, qu'on n'est pas rigoureux, la communauté se retourne contre vous. Et donc, il y a plein de youtubeurs qui, maintenant, sont très soucieux de mettre toutes les sources de ce qu'ils disent pour que les gens puissent aller vérifier. Et donc, ils sont obligés d'adopter des techniques pour justement dire, ce que je vous raconte, je l'ai vérifié, donc après, on peut quand même vérifier les sources, donc il y a une forme de
transparence qui se met chez certains. Après, il y a tout type de youtubeurs, il y a tout type de personnes qui sont en fait parfois plus des communicants ou des porte-paroles. Il y a des personnes qui sont au service d'ONG, qui l'assument, qui sont militants, mais voilà. C'est là le rôle du public, d'être conscient de ce qu'il regarde, en se disant, là c'est un journaliste, là c'est quelqu'un qui fait que des éditos, là c'est que un chroniqueur, là c'est... Voilà. Il faut apprendre à y voir clair, et ça, personne ne l'apprend vraiment. On l'apprend un peu à l'école. Le Clémy fait un travail là-dessus avec... nombre d'enseignants en France depuis 30 ans. Donc c'est l'organisme en France qui s'occupe de faire l'éducation aux médias et à l'information. Mais ça reste une goutte d'eau pour moi parce que les outils sont venus à nous très vite. On n'a pas appris à vivre avec. On a été submergés. C'est ce que les Anglais appellent la littératie, quoi. C'est un peu l'alphabet du comportement, des compétences à avoir en ligne pour y voir clair. Et ça va être un gros sujet, je pense, dans les années à venir. Il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent et ce travail-là, il n'est pas encore valorisé. Mais sur ces questions de littératie informationnelle, médiatique. Et quand je dis, voilà, il faudrait créer un mouvement autour du bien s'informer, c'est justement transmettre des outils et des moyens pour les gens de travailler cette littératie. C'est-à-dire apprendre l'alphabet de comment je me débrouille pour comprendre l'information qui me vient, pour la questionner, pour être autonome et pouvoir recréer des espaces conversationnels apaisés, en fait. Donc c'est un sacré challenge, parce que c'est pas sexy, c'est plus facile d'aller voir un producteur bio et de faire du lien autour de quelque chose qu'on consomme et qu'on savoure, mais l'information, ça peut aussi être comme ça. Et c'est là, on parlait des formats tout à l'heure, que un beau reportage, une belle photo, un bon film, c'est ce que fait un peu Netflix à sa manière, voilà, mais quand il propose d'avoir recours à la fiction pour traiter l'actualité, c'est aussi peut-être dans l'avenir du journalisme de s'inspirer de ça aussi. On n'a plus le temps d'aller sur le terrain, de vérifier les faits, Donc aujourd'hui, il y a plein de reporters citoyens qui donnent de l'information. France 24 l'a fait avec son réseau des observateurs qui a plus de 10 ans aujourd'hui, à dire envoyez-nous vos vidéos, vous êtes sur le terrain et nous on peut vous faire de vous des ambassadeurs, vous pouvez nous aider à mieux faire notre travail. C'est cette collaboration-là qu'il faut aller chercher. Mais un bon journaliste, oui, doit avoir la curiosité dans son bagage. Informer, c'est quand même... voilà, donc c'est aussi investiguer. Une investigation, on ne devrait pas dire, d'ailleurs il y en a plein, Arfi le dit, c'est pas le journalisme d'investigation. Le journalisme est de toute façon une investigation où on va aller questionner, recouper l'information. Et l'avantage de bosser en rédaction, c'est aussi de se faire aider par ses pairs, de faire un travail plus collaboratif. Et ça, c'est aussi le luxe d'avoir du temps, quand on le fait bien, de l'indépendance. On évoque la question des actionnaires. Voilà, je voulais pas trop revenir là-dessus. J'ai l'impression que c'est quand même un sujet qui est assez mis sur le devant de la scène. Il y a plein de documentaires qui en parlent très bien, mais ça pèse aussi. Donc il y a plein de modèles aujourd'hui à réinventer autour de l'indépendance des médias. Voilà, il y a des youtubeurs qui sont financés par des marques. On est dans de la communication pure et dure, donc il faut toujours aller voir un peu derrière, il faut creuser. Le fact-checking, la vérification des faits aussi, aujourd'hui, il commence à être bien instauré. Et il y a, je crois, 70% des Français qui attendent des journalistes de vérifier l'information. L'AFP a mis très longtemps avant de s'y mettre parce qu'ils se disaient, nous, notre rôle, c'est de dire la vérité. C'est compliqué de nous demander maintenant de vérifier ça. Mais ils ont lancé ça avec succès. Et voilà, c'est comme cross-check ou ce que font les décodeurs depuis 10 ans maintenant. C'est voilà, un nouvel outil, c'est la vérification des faits. Parce que c'est plus intense. Il y en a toujours eu, mais il y en a de plus en plus. Et maintenant, ça devient une arme. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc le métier évolue. Au départ, on était là pour informer. Maintenant, on doit aussi vérifier. Merci beaucoup, en tout cas, pour ce documentaire. J'avais une question. Que dire et que faire face à des personnes qui ne recherchent qu'un biais de confirmation et également une personne qui dirait « je suis juste pas curieux, je suis pas curieux des enjeux de ma société ». Qu'est-ce qu'on peut dire face à ces personnes-là ? C'est un peu la dame qu'on voit au début du marché qui dit je m'informe pas. Je me dis ok, t'as le droit, j'ai pas de jugement à avoir là-dessus. J'ose espérer qu'un jour elle aura besoin de s'informer sur quelque chose. Et en fait, ce qui est bizarre, c'est que je pense que c'est faux. En fait, tout le monde s'informe. Et dans les études que j'ai pu lire et dont je parle encore, vous allez croire que je fais la promo du livre. C'est un peu ça, mais en fait, c'est parce que j'ai dit tellement de choses. Il y a une étude anthropologique qui a été faite qui sort de ce qu'on a comme sondage sur le rapport à l'information et qui montre qu'il y a 16 façons de s'informer différentes.
et que l'information nous vient, quoi qu'il arrive, d'une certaine manière, qu'on y soit attentif, assidu, concentré, ou qu'on ait juste une information qui vienne comme ça par la radio, ou une télé allumée ou autre. Et donc c'est faux, je pense qu'elles s'informent, mais voilà, souvent sur le marché, ce qui est intéressant, c'est que les gens nous citent toujours les mêmes sources d'informations. Et quand je leur montrais Le Crieur, le 1, 21 ou d'autres revues, c'était très peu connu. C'est là que j'ai mesuré qu'il y avait tout un champ de journalistes, de journalisme, de format journalistique qui était pas connu. Et la première partie de la question, c'était le biais de confirmation. Le biais de confirmation. Oui, alors ça c'est en effet, on peut s'entretenir dans sa bulle, on peut aller vérifier l'information qu'on a envie de vérifier ou d'entendre, c'est très aisé. Dana Boyle, qui est une grande penseuse américaine, justement, qui a beaucoup travaillé sur les jeunes, les adolescents, l'information, explique que justement l'éducation aux médias c'est bien, mais qu'on peut aussi bien utiliser les outils proposés dans ces formations pour aller faire une recherche qui va juste nous confirmer nos attentes. En fait, tout dépend des termes qu'on utilise, des mots qu'on utilise. Les moteurs de recherche aujourd'hui, tels qu'ils sont conçus, ne permettent pas d'aller sourcer. Ne vont pas changer ce qu'on a en tête, en fait. Pour l'instant, ça reste encore une responsabilité individuelle, ses connaissances, sa culture qui font que... donc, en fait, ça passe justement par de la conversation, par de l'échange. Mon petit frère, par exemple, il est très anti-journaliste. C'était très bien. On n'a pas arrêté de s'engueuler pendant je faisais le film, en fait, parce qu'il me dit, moi, je crois plus les journalistes. Fait partie de ceux qui sont très agressifs d'une certaine manière. Donc ça m'a beaucoup nourri nos échanges. Et l'autre jour, il me relatait un truc entre Onfray et Asselineau et je lui dis, alors montre-moi la séquence, montre-moi ce qui s'est passé, montre-moi la déclaration de Onfray, montre-moi... Et je lui dis, voilà, regarde, je te refais la séquence avec toi. Oui, Onfray dit ça, mais il répond à telle question précise posée dans l'Assemblée par un gars au sujet d'Asselineau. Il reconnaît quelque chose, mais il ne reconnaît pas tout. Asselineau s'en empare, fait un communiqué de presse, c'est repris par l'AFP. Et là, il me dit, ah ouais, t'as raison. Je dis, bah ouais, mais tu m'as dit au départ que Onfray, t'es un con. Enfin, je dis, oui, non, enfin, c'est plus nuancé que ça, en fait. Mais si on passe tout de suite dans une querelle, à lui, il a raison, ça va toujours trop vite. Et on prend pas le temps de nuancer, d'être dans le gris, quoi. Et voilà. Mais même les journalistes doivent se méfier de leur biais cognitif. Et ça, on n'en parle pas assez, mais ça nous influence quoi qu'il arrive, qu'on soit producteur ou consommateur d'informations. Et là aussi, il faut se faire violence soi-même parfois. Mais ça demande aussi un certain nombre de réflexes. C'est une gymnastique, en fait. On n'y fait pas attention, on n'est pas... on ne pense pas que ça soit important, mais je pense que ça va devenir crucial. Il faudrait qu'à l'école, je crois que c'est Gérard Bronner qui parle justement de la démocratie de crédule, qui le dit. Il dit il faudrait avoir des cours de sens critique. Il faudrait être éduqué à ça. Et voilà, et ça va plus loin que l'éducation aux médias. Il faut de l'éducation aux médias, mais il faut aussi développer ce sens critique. Et ça, c'est hyper important. Donc ça dépasse bien encore notre profession, mais ça touche plein de domaines. Mais on est dans une société qui est complexe. Du coup, c'est comme pour les sciences, il faut faire de la pluridisciplinarité. Il faut absolument croiser les sciences, ne pas juste être dans une discipline, parce que sinon on ne peut pas penser convenablement ce qui se passe. Voilà, aujourd'hui on en est dans un monde où on peut rester dans son biais, dans sa petite chapelle, mais ça ne va pas nous aider, je pense. Mais bon, je ne veux pas être trop pessimiste, je ne suis pas Samuel Laurent. Ce qui se passe sur les réseaux sociaux, cette haine à chercher, il faut démolir, etc. Tout le monde cherche qui a raison, et celui qui n'a pas raison, il faut le tuer d'une façon ou d'une autre. Et ça, c'est l'ancien système, le système de compétition. Qui est le premier ? Il y en a forcément un des deux qui doit avoir tort. Or, nous savons très très bien que la réalité n'est pas du tout comme ça, et que nous sommes en train de passer à une ère plutôt de coopération. Il y a des tas de vérités, des tas de regards différents qui doivent cohabiter. Apprenons plutôt à vivre ensemble plutôt que de savoir qui va gagner ou qui a raison et qui doit être éliminé. Donc le journalisme risque de renforcer encore cette notion de compétition comme ça. C'est pas que le journalisme, mais oui, j'ose espérer. Le précédent livre que j'avais écrit il y a 5 ans, je m'étais attelée à ce chantier justement de l'économie collaborative, des logiques coopératives, et c'est en sortant de cette enquête-là que je m'étais dit, en fait, dans le journalisme, il y a plein de choses qui restent trop verticales, trop hiérarchiques, pas assez horizontales. Oui, bien sûr qu'il faudrait.
Oui. Je vous invite à regarder, on en a parlé dans la série qu'on a fait avec Lina. Il y a un des épisodes où on a mis Émilie Casriel, qui est la journaliste qu'on avait été voir à la BBC, qu'on n'a pas gardée dans le film. Et donc la BBC a travaillé sur la pollution de l'air, un gros travail international dans toutes leurs antennes, plus d'une centaine d'antennes partout dans le monde, donc sur la pollution de l'air. Et surtout là, ils ont lancé une série qui est fantastique, qui s'appelle Crossing Divides, et qui parle justement de ces antagonismes, du fait qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont, comme je disais tout à l'heure, des extrêmes et de plus en plus marqués, avec des gros conflits, et ils mettent les gens autour d'une table. Donc, et pour moi, c'est la conversation. Et ils essayent de sortir de ces conversations des éléments qui montrent à quel point, en fait, il y a une humanité profonde qui les relie, et que s'ils prennent le temps de se parler de manière apaisée, non violente, apprendre à s'écouter aussi, et accepter qu'on puisse changer d'avis, on arrive à pouvoir trouver des socles déjà d'échange, mais peut-être de vision qui permettrait d'être moins dans cet antagonisme et de montrer qu'on peut... Voilà. Et ça, je trouve qu'il est remarquable, ce travail que mène la BBC. Je rêverais de voir ce programme se décliner en France. Je demandais à un producteur si c'était possible de le faire, parce que voilà, donc c'est des systèmes de droit. Mais il y a quand même en France des médias qui commencent à faire ça aussi. Il y a un jeune média là qui est... était monté, qui est surtout distribué dans les universités et les écoles, qui s'appelle le Dranche, qui donne la parole à des personnes qui n'ont pas le même avis dessus, mais qui présentent les choses comme ça, plutôt de cette tendance, et essayons de voir ce qui en ressort. Et Florent Guignard, qui a lancé ce média, en avait justement marre de juste entendre des polémiques. Moi, j'arrive plus à écouter les débats plateau télévisés. Je regarde pas beaucoup la télé, mais quand mon mari regarde des débats comme ça à la télé, je lui dis mais qu'est-ce que t'en retires en fait ? Il y a rien, ça me fatigue. J'ai ce phénomène de fatigue parce qu'en fait j'en ressors, je n'ai rien appris. J'ai vu des gens qui étaient en train de se disputer. Et pour moi ça c'est juste on anime la galerie, mais et la BBC là encore, il y a déjà quelques années avait dit sur les questions par exemple climatiques. C'est un fait maintenant qui est scientifiquement prouvé. Nous arrêtons d'inviter des négateurs du climat et des climato-sceptiques. Ça sert à rien de faire des débats à la télé où on va vous faire croire que c'est un sujet qui doit encore avoir du débat. Non, c'est un fait scientifique qui est prouvé. Maintenant, passe à l'étape suivante. Donc ça pose plein de questions parce que c'est des positionnements forts et il y en a plein qui sont pas d'accord avec ça. Mais à un moment, il faut aussi savoir ce qu'on veut défendre et quelles valeurs on met et quel contrat de confiance on met avec le public. Mais c'est acté, en tout cas, dans leurs valeurs et dans ce qu'ils veulent défendre. J'ai été très intéressée par votre film, qui est, même s'il est très dense, très riche et que parfois il y a trop de choses, mais effectivement, il faut le revoir. Alors moi, j'aurais juste un petit commentaire, c'est pas vraiment des questions, enfin, c'est juste des choses qui me viennent à l'esprit. Pour moi, à la fin de ce film, je me dis que ce que je retiens, moi, c'est l'idée d'un citoyen journaliste, quoi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se positionne dans la société comme citoyen et qui est journaliste, donc c'est une spécificité, mais qui est aussi citoyen du monde, voilà. L'autre chose que je retiens, c'est le facteur du temps, quoi. C'est-à-dire, moi, j'ai travaillé longtemps dans cette fabrique infernale. J'étais monteuse, en fait, et en plus, en bout de chaîne, beaucoup dans les infos, les magazines, et j'ai vu le temps s'accélérer en 20 ans d'une manière presque vertigineuse, quoi. Il fallait tout le temps remanier le montage. Dès qu'une dernière image tombait, il fallait être les premiers à la balancer. Et donc, les journalistes eux-mêmes souffraient, je pense, de cette, je ne sais pas comment on appelle ça, une souffrance éthique par rapport aux conditions dans lesquelles ils devaient travailler. Enfin, ceux que j'aimais bien. Et puis, je voulais dire une dernière chose, mais je l'ai oublié en cours de route. Enfin voilà, merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Il y a une projection en Belgique, il y a une dame qui était là qui me dit en fait vous avez fait une bonne salade mais elle est bien riche. J'avoue, vous avez raison, c'est très bien vu.
Oui, non, mais c'est ce que dit Citon. Il dit il y a une intensification. Il y a eu un temps d'accélération et maintenant c'est l'intensification. Et il dit c'est pour ça qu'on a besoin de nouveaux repères, c'est parce qu'on ne sait pas. Et cette souffrance des journalistes, elle est très forte, en fait. C'est pour ça que quand il y a eu des violences à l'encontre des journalistes, je me suis dit, en fait, il y a plein de journalistes qui sont des galériens de l'info, qui gagnent mal leur vie. Enfin, pour être pigiste, je sais à quel point on fait ce métier par passion, conviction, envie de bien faire les choses, mais qu'on s'assoit sur le confort de vie ou... c'est pas ça qui nous anime, en tout cas. Là où il y a le plus de divorces dans cette profession, oui. Comme les chauffeurs de taxi. Ouais. mais du coup, c'était... mais c'est compliqué. Donc, du coup, ça aussi, il faut le réexpliquer. Il y a plein de gens qui m'ont dit après le film, on savait pas qu'il y avait cette violence, là, la scène avec les masques, elle nous impressionne. Mon meilleur ami la déteste. Je sais pas, oui, mais pourtant, c'est des choses réelles qui sont dites, qu'on a juste mis en scène comme ça. Oui, c'est violent, mais cette violence-là, il y en a plein qui la reçoivent au quotidien. Et ces menaces-là, elles sont dures. Mais il faut dire qu'il y a eu quand même beaucoup de collusion entre le monde des journalistes et le monde de la politique. Mais là encore, c'est pas toute la profession. C'est vrai que bien sûr, ce que dénonce un film quand il est au chien de garde, il faut le dénoncer et ça existe et c'est réel. Et en effet, mais moi ou d'autres de mes collègues, c'est pas le cas. C'est pas le cas de tous les journalistes. Et c'est pour ça que je parlais de déontologie. C'est quel sérieux on se donne, quelle valeur on s'attache à respecter, comment on fait notre métier. Et après, en effet, de manière générale, il y a eu une tendance, et surtout avec les réseaux sociaux, à trop parler de la politique en mode accusatoire aussi, je pense. Si on passe son temps à commenter les derniers tweets du dernier ministre ou du dernier prétendant à je ne sais quoi, et on fait de la politique une petite chose aussi. Et du coup, dans ce théâtre politico-médiatique, les gens sont des fonds parce que les journalistes font un boulot qui ne fait qu'accuser et parler de petites choses et pas de débat de fond. Les gens n'en retiennent rien. Et c'est Eva Joly, pareil, c'est une anecdote que je remets dans le bouquin, mais qui justement, dans une émission, Stéphane Paoli disait il y a plusieurs années, les commentateurs politiques, c'est comme dans un théâtre. Il y a un théâtre politico-médiatique. Donc, il y a tous les politiques sur scène. Il y a tous les commentateurs au premier rang. Mais la salle, derrière, elle est vide. Les gens, ils sont dehors en train de faire autre chose. Ils sont en train d'inventer autre chose. Regardez le nombre de listes citoyennes qui sont en train de se créer. Il faudrait retraiter de la politique différemment, redonner envie de faire autrement. Donc, il faut continuer à faire les affaires, dénoncer ce qui se passe mal, évidemment, plus que jamais. Mais il faut aussi essayer d'aller vers autre chose, d'apporter. Et en ce sens, je pense que le rôle du journaliste doit aller vers ça, c'est-à-dire aussi éclairer autre chose, prolonger l'espace de réflexion et être ce médiateur. Et cette posture-là, elle a été un peu oubliée, ou en tout cas, il faut qu'elle arrive à mûrir. Mais c'est pour ça que la posture doit évoluer aujourd'hui. Et ce terrain de réinvention-là, pour moi, je le trouve fascinant. Il faut bien le faire, toujours de manière déontologique, mais arriver à porter cet intérêt général dans la société. Et bon, dans la profession, c'est une position, je sais, qui n'est pas du tout unanime. Ce que je vous dis, il y en a plein qui vont vous dire, mais jamais de la vie. Pour moi, le journaliste, c'est le premier qui doit s'informer réellement et qui doit y prendre du plaisir et qui doit y prendre de l'intérêt. Et c'est ça aussi qui va passer, qui va faire que ça va devenir intéressant, fascinant, captivant, enfin, je ne sais pas ce qu'on peut dire, réjouissant pour j'ose pas dire le spectateur, le lecteur, c'est parce qu'il va suivre il va être emmené par le regard, il va être inspiré par le regard. C'est une construction, je veux dire, ce regard. Oui, bien sûr. Pardon. Bien sûr. Pour qui travaillez-vous? Je ne parle pas du journal Le Monde, mais pour qui est-ce que vous travaillez-vous, Anne-Sophie? Je crois que dans tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, j'ai toujours voulu que ce soit utile à la société. Mais c'est un peu ce qui a toujours guidé mes enquêtes. Voilà, la curiosité au départ, une question qui me paraît pas défrichée, et puis voilà. Donc, il faut que ce soit utile. Même quand je faisais de la recherche, c'était même mon mémoire de recherche à la fac, je voulais qu'il ne reste pas dans un tiroir ou inutile. Donc j'avais créé une conférence internationale là-dessus. Ma thèse, c'est pareil, j'aurais voulu qu'elle serve, mais c'était parce que j'avais une question et je voulais qu'on parle autrement du sujet. Et puis voilà, en fait, c'est juste ça qui me guide. C'est me dire, je prends un terrain, je vais
trouver une façon d'investiguer, une façon de relayer l'information et de me dire que ça a permis de faire bouger les choses. Mais il y a plein de journalistes qui font ça. Quand on fait une investigation pour dénoncer quelque chose, c'est bien qu'on veut à la fin que ça fasse bouger les choses. On doit être utile à la base à quelque chose. Donc moi, c'est ça qui me guide après. Donc je ne sais pas si c'est pour ça que je travaille, mais en tout cas, c'est pour ça que je mets des efforts en place. C'était qui? C'est le lecteur? Le public, ouais, c'est la société. Puis ce qui me guide, c'est profondément humain, je pense. Enfin, moi je suis vraiment venue au journalisme pour me dire, c'était bizarre, c'était vraiment, il faut qu'on parle plus des sujets qui vont poser problème à la société plus tard et à notre civilisation, en fait. Donc c'est juste cette vocation-là qui m'a amenée sur les voies de ce métier. Je sentais qu'il fallait essayer profondément d'y participer. Et c'est là que j'ai rencontré plein de gens formidables sur mon chemin. Et voilà, quand Le Monde vous dit « j'aimerais que vous soyez là avec nous », quand Photorino vous appelle pour vous dire « j'aimerais que vous au comité de rédaction », ça, j'ai eu de la chance en fait dans ce parcours, mais parce que je pense que j'étais alignée avec ça et que j'ai parlé de ces questions et que je suis beaucoup mon intuition et donc j'essaie d'y faire attention pour me dire tiens, je sens quelque chose pousser dans la société, juste une petite oreille et voilà. Et c'est pour ça que quand on montait le film il y a un an, que j'ai vu les Gilets jaunes arriver, je me suis dit waouh, cette défiance que tu ressentais au repas de famille ou à d'autres moments, en fait là, elle arrive au milieu et ton film arrive là. C'est drôle quoi. T'as de la chance là aussi parce qu'en fait c'est un moment qui se pose qui est important. Donc, et pourtant ça faisait 5 ans, je me disais je suis en retard, j'aurais dû le faire avant. Un jour, un ami m'a dit « Mais non, tu as pris le temps qu'il faut, ce temps-là, il est crucial et tu ne l'as pas perdu. » Donc, voilà. Bon, allez-y. Je garde ma question courte parce qu'il y a d'autres questions. Mais il y a une scène que j'aime beaucoup, c'est la scène du repas. Et il y a deux choses qui m'ont marqué. Et c'est, je crois que c'est Élise Lucet qui dit ce qui a beaucoup changé, c'est la globalisation, le fait qu'il n'y ait plus de frontières dans l'information, et donc ça fait beaucoup plus de quantité. Et la deuxième chose, c'est l'accélération, comme disait Madame. Et ensuite, j'ai plus retenu le nom, mais quelqu'un dit voilà, on est en train de lâcher un trapèze, pour en récupérer un autre. Par contre, j'ai pas trop saisi celui qu'on allait récupérer. Surtout qu'il y a le monsieur du Monde qui dit bah voilà, l'âge d'or de l'information n'existe pas, ça n'a fait qu'évoluer. Et du coup, ma question c'est, avec toutes les rencontres, et vous donnez pas mal de pistes de solutions, mais du coup, est-ce qu'on a une idée de ce trapèze là qu'on est en train de saisir ? Il y a plein de pistes, que ça soit dans à la Nice Matin, collaboratif ou coopératif, au reportage au long cours, au papier choisi par Photorino, c'est lui qui parle du trapèze Photorino, au retour aux fondamentaux avec l'investigation, à l'usage de la data, comme le font Data Gueule et Karen Bastien, le Do Data qu'on a mis dans la série avec Lina, et qui l'explique bien. Karen Bastien, elle est formidable pour ça. C'est une fille, il faut aller regarder parce qu'elle dit bah voilà, le data journalisme est né il y a 10 ans et on a appris à raconter d'autres histoires, on a écouté les chiffres qu'on ne savait pas lire auparavant. Et parce qu'aujourd'hui, il y a plein de nouveautés dans les outils qu'on a à disposition qui nous permettent d'être plus intelligents, d'aller... Voilà, il y a l'ouverture des données qui a fait qu'on a toute une matière, tout un territoire à explorer. Et ça, c'est génial. L'intelligence artificielle, pour l'instant, la communauté journalistique en a plutôt peur. Parce qu'ils ont l'impression qu'on va leur piquer leur boulot. Mais en fait, avec Benoît Raphaël, lui, il a monté Flint. Et c'est un robot qui est très intéressant parce que il l'éduque, lui, en tant qu'humain. Il en a éduqué plein. Il a fait une école de robots. Et en fait, c'est des robots qui scannent l'actualité en profondeur. Et c'est lui qui m'a dit un jour, en fait, on a une somme d'informations qui est identique partout. Et pour aller chercher la bonne information en profondeur, en fait, j'ai éduqué les robots et à ce qu'ils aillent nous aider à y voir clair. Donc il a fait des newsletters spécialisés, réalisés par des robots. Et quand le robot se trompe, l'homme ou les gens qui sont derrière peuvent dire là c'était une erreur. Donc il va apprendre de ça. Il me dit en fait les robots c'est très bête. Mais du coup il faut absolument qu'il y ait une collaboration avec ces intelligences-là pour arriver à les former, les utiliser comme il le faut. Et là aussi, il y a un territoire qui peut être effrayant, je le conçois, mais qui peut être aussi une aide. Si on ne le regarde pas juste comme ça va nous piquer notre
travail. C'est juste comment nous, le public, ça peut nous aider. Moi, Benoît, pendant un temps, son rêve, c'était que chacun ait un peu son robot pour essayer d'y voir clair et aller au-delà de cette masse d'informations qui est juste effrayante. Donc voilà, donc il y a plein de pistes, en fait. Et je pense qu'il y en a plein d'autres qui vont se dessiner. La conversation, pour moi, c'est ça. J'arrête pas de le dire, mais je pense qu'il y a plein de projets qui passent par ça. Que ça soit au sein du média, par l'ouverture de lieux aussi, c'est très important, qu'il y ait de la rencontre. Après, je sais pas, quand Photoréneo dit on va prendre un autre trapèze, il y aura encore du journalisme, mais on sait pas sous quelle forme, c'est peut-être qu'en effet, certains disent un jour il y aura plus de papier. Moi, j'ai tendance à me dire qu'on en aura toujours besoin d'un peu pour justement couper, retrouver du temps. On va se rendre compte que les écrans, ça nous rend vraiment pas bien. Voilà, il y a plein de belles choses qui vont se faire en vidéo. Le podcast, aujourd'hui, connaît un essor formidable parce qu'on peut faire plein de choses en écoutant. On a une attention différente et je crois que ça apaise justement de ne pas être sollicité en permanence par tous ses sens. Et aujourd'hui, ce qui est drôle, c'est que la radio est le média le plus dans lequel on croit le plus. Alors, il n'y a qu'une personne sur deux qui écoute la radio qui croit en l'information qui passe par la radio, mais c'est un média très intéressant. Voilà. Donc, en fait, il y a plein de choses à faire. Mais c'est pour moi du prototypage. On parlait tout à l'heure de la pensée un peu collaborative horizontale. C'est aussi une façon d'apprendre à faire, reconnaître ses erreurs et partager ça. C'est-à-dire que même la démarche journalistique en tant que telle doit faire l'objet d'une communication. C'est-à-dire il faut de la pédagogie. Et le journaliste doit assumer de dire là j'ai tenté de faire ça, je me suis peut-être trompé, j'ai cru ça. Faut pas avoir peur, faut être transparent, je pense. Et oser le dire, le faire. Voilà, en tout cas, c'est un peu ce que je pense, mais voilà, je pense pas qu'on est à court d'idées. De vue de l'extérieur, j'ai l'impression que les subventions à la presse sont en décalage total avec la distribution, et c'est ça qui crée les tensions. C'est parce que, quand les gens insultent les journalistes, etc., je crois qu'ils sont peut-être en avance aussi sur ce qu'ils voient. Et c'est comme pour l'écologie, on peut mettre la responsabilité sur les consommateurs, mais on peut aussi se poser la question de la responsabilité de la presse. Pour être aidé en tant qu'organisme de presse, il faut être reconnu comme un organe de presse déjà. Et ça demande de cocher plusieurs cases, de respecter une déontologie. Comme pour la carte de presse quand on est journaliste, les critères aujourd'hui sont assez contestés. Il y a qu'à voir les discussions qu'il y a eu autour du travail de Gaspard Glantz quand il a été arrêté par les flics. Est-ce que c'est un journaliste ? Qu'est-ce qu'il fait comme métier ? Et ça, on n'a pas trouvé de réponse. Il y a eu un débat, mais les institutions qui encadrent le métier aujourd'hui, à mon avis, elles sont là pour de bonnes raisons qu'il faut essayer de préserver, mais il faudrait en effet les faire véritablement rentrer dans le XXIe siècle. Et pour l'instant, je pense qu'elles ne réagissent pas à chaud. Donc, elles entretiennent un peu les acquis. Ce qui me rassure, c'est qu'il y a plein de discussions en cours aujourd'hui. Ce qui a plus inquiété la profession cette année, c'était la loi sur le secret des affaires, la loi anti-fake news, qui ont plus été perçues comme des menaces, et à raison. Parce que le secret des affaires, ça menace les lanceurs d'alerte et les sources qu'on peut avoir pour faire notre métier. La DGSI qui a débarqué ou qui a convoqué les journalistes de Disclose, ou qui a débarqué au sein de la rédaction de Mediapart, ou Ariane Chemin qui s'est fait appeler suite à l'affaire Benalla, ça aussi c'est inquiétant. Donc il y a plein de menaces qui pèsent, et les subventions à la presse font partie des choses qu'il faudrait revoir. Mais il n'y a pas de logique, en fait, quand on regarde les chiffres. Les montants alloués ne suivent pas des logiques que je trouve très transparentes. Mais voilà, j'ai pas assez fouillé le sujet pour vous donner une réponse peut-être satisfaisante. Mais sur la question de la disruption, bien sûr. Mais il y a du retard en fait dans le secteur, c'est ça qu'il faut voir. Mais il y a toujours un temps d'adaptation là aussi entre ce qu'on observe, la disruption technologique, économique. Le temps politique derrière de décision est toujours un peu plus long. Donc il faut maintenant que la profession s'en empare.
Longtemps, les journalistes se sont dit mon rôle c'est d'enquêter, mais par contre apprendre à être entrepreneur, non. Pourtant, si, c'est important que tu apprennes à être entrepreneur. Si tu veux monter un média, tu vas pas le faire juste comme ça. Et ça, on l'apprend pas forcément dans les écoles, donc pareil. Mais c'est juste quand on crée un média qu'on se rend compte que on peut toucher en effet en allant au SPIL une subvention de temps quand on monte son média, mais c'est pas forcément automatique. Il faut remplir telle case, mais on va pas être subventionné autant qu'un Luma qui touche beaucoup ou un autre, quoi. Et aujourd'hui, avec la façon dont s'effondrent les chiffres de vente du papier, en fonction du nombre de visites, c'est très complexe. C'est un gros bousin. Voilà. Bonsoir. Oui, bonsoir. Est-ce que l'idée d'un lieu, c'est justement de pouvoir se réunir autour de sujets qui nous intéressent pour passer de lecteur de lecteur à acteur? J'ai travaillé ma phrase. Pour aller plus loin, parce que finalement on se retrouve avec un tas d'informations et même quand on l'a choisi, on se sent si impuissant que le taux de conversion, typiquement on va dire un sujet très à la mode à l'écologie, peut être faible, ou typiquement j'avais lu une enquête sur Rouen et au final on nous dit pas tout, communication de crise, on devrait changer les choses, et on reste sur notre faim en mode mais quelle est la suite, avec qui je peux en parler et qu'est-ce qu'on peut faire? Donc est-ce que c'est la suite du travail du journaliste ou c'est à travailler avec d'autres acteurs? Spark News, Reporters d'Espoir ou le Solution Journalism Network, Nina Facio qui le représente en Europe. Leur démarche à ces réseaux, c'est de dire, comme il le dit, Avienne Bernstein, on est là pour parler des problèmes, mais aussi de ceux qui s'attellent à résoudre ces problèmes. Et c'est pour ça qu'il dit investiguer plus loin, c'est voilà, je vais vous livrer une information, en effet, Rouen, ce qui s'est passé, ou l'écologie, regardez le plastique qu'on voit partout dans les océans. Mais je vais aussi enquêter sur ce qu'il est possible de faire. Mais quitte à dire, à tel endroit, ils ont fait ça, ça n'a pas marché. Voilà pourquoi ça n'a pas marché. Je ne suis pas juste là pour dire qu'une solution est efficace. Je suis aussi dans ma rigueur journalistique de dire ça n'a pas marché pour telle raison. Et ce retour d'expérience pourrait être utile à d'autres dans des circonstances comparables. Et là où des solutions ont fonctionné, pourquoi est-ce qu'elles ont fonctionné? Est-ce qu'elles ne sont pas anecdotiques? Il ne s'agit pas juste de mettre en avant la dernière ONG qui vient de se créer. Sur Cache Investigation, c'est ce que j'avais dit à Elise. Je lui ai dit, vous faites des super... Voilà, vous êtes très suivis, journaliste préféré des Français. C'est génial, vous faites bouger les lignes. Mais souvent, le volet solution est abordé en 10 minutes à la fin voilà, avec 3 intervenants en plateau. Donc déjà, ils le font, ce qu'ils ne faisaient pas avant. Et il me dit, oui, il faudrait aller plus loin. Donc parlez-en avec Luc, j'en parle avec Luc. Et il me dit, oui, il faudrait du coup qu'on rajoute 20 minutes de reportage ou qu'on consacre 20 minutes de reportage là-dedans, mais on n'a pas l'argent dans les productions. Voilà. Je dis, mais pourquoi vous ne faites pas un site web après où les gens pourraient discuter, etc. Ah, mais ça marchera pas. Regarde DataGull l'a fait avec Julien Gueus. C'est vrai qu'ils ont monté Agora et finalement, pourtant il y avait beaucoup de contributions, mais ils trouvaient que c'était pas assez efficace. Donc c'est pour ça que quand on parle d'impact aujourd'hui, parce qu'un peu mon rôle au sein de Disclose, c'est de travailler ces questions d'impact. J'ai échangé avec le bureau Investigative Journalism, qui a aussi un responsable de l'impact. C'est des questions qu'on se pose, de se dire, quand on fait une enquête, quels sont les outils qu'on donne aux citoyens après pour s'en emparer, pour faire, nous, un suivi dans le temps, donc d'être à l'écoute aussi, et peut-être créer des plateformes ou mettre en lien avec des ONG qui font ça. Et comment est-ce qu'on pourrait le faire sans se compromettre dans notre neutralité, ou neutralité, pas objective, mais neutralité. Et à chaque fois, ça va dépendre des sujets et voilà, il faut se donner des règles. Et le rôle d'un responsable d'impact dans un média, tel qu'on pourrait le définir demain, serait justement d'être garant voilà, on va faire une enquête sur tel sujet, voilà ce qui pose problème pour nous, voilà ce qui, dans l'idéal, devrait être changé. Qu'est-ce qu'on va mettre en œuvre à cette fin-là? Et comment est-ce qu'on peut le faire? Avec quel acteur de la société civile? Mais ça, j'ai vu un rapport sur le sujet qui a été écrit par les Anglais. Il y a tout un champ de travail à faire là-dessus. Parce que moi, je me dis, j'ai toujours été désireux, ça m'a toujours été important de donner toute l'information utile pour que les gens puissent après s'en informer. Et pour la petite histoire, avec Élise Lucet, Cache Investigation, c'est quand ils avaient fait leur enquête sur les pesticides, donc en 2016, l'enquête de Martin Boudot sur les pesticides dans le Bordelais. Je suis du Bordelais, j'avais reçu le livre qu'ils avaient écrit.
Et je me dépêche de le feuilleter jusqu'à la fin parce que je n'avais pas eu le temps de le faire avant la diffusion du cash. Et je me rends compte qu'ils mettent aucun lien à la fin pour que les gens puissent s'adresser à des assos, qui comprennent qu'il y a déjà des gens qui se bougent. Donc je me dépêche de faire un article pour Le Monde sur la question. Et je dis que faire après les révélations de Cash Investigation sur les pesticides. Donc je le mets en ligne, l'article, je sais pas, genre quelques minutes après la fin de la diffusion du documentaire. Et j'avais fait un truc bête. Enfin, pour le coup, j'avais été très rapide, mais je connaissais bien ces sujets. J'avais écrit plein d'articles déjà avant dessus. Il y a eu plus de 600 000 visites de l'article le soir même. Et le secrétaire de rédaction du Monde me dit, mais t'as eu un bon réflexe. Je dis, bah non, c'est juste que j'ai juste vu les gens aller voir ça. C'est une enquête hyper impactante. Martin Boudot est un formidable journaliste. Les gens vont éteindre leur télé, se dire que leurs gosses ont plein de pesticides dans les cheveux et on va les laisser comme ça juste face à leur télé démunis. C'est juste pas possible de faire ça. On leur donne juste des moyens de... Et donc c'est là que j'avais dit à Martin, essayez de pousser ça dans l'émission, c'est important de proposer quelque chose ensuite. Mais ça, il faut... Voilà, je n'étais pas en train de dire juste mettez la solution, mais au regard de dénonciations, de faits aussi forts, il faut absolument donner des pistes et puis après revenez dessus. Mais c'est vrai que entre ce que le public demande, plus d'informations positives ou un suivi dans le temps, quand les journalistes le font ou que des médias essayent de le faire, et Cash l'avait fait, alors pas avec Martin Boudot, mais avec une autre journaliste sur les pesticides, ça avait moins marché. Donc il y a aussi une réalité journalistique. C'est ce qu'on dit dans le film. Est-ce que le journal rêvé est un journal acheté ? Pas forcément. Un journal qui ferait que de l'information positive pour répondre aux gens qui se plaignent du côté anxiogène des médias ne fonctionnerait pas. Donc c'est un équilibre à trouver. Et c'est pour ça que la solution américaine me paraît intéressante, c'est de toujours être rigoureux dans les deux revers de la médaille et d'accompagner vraiment un sujet jusqu'au bout, de pas ajouter au sensationnel, mais d'être dans le service public, tout simplement. Et donc là, il y a des choses à faire, véritablement. Bonsoir. Merci d'exister. Et merci au film d'exister. Effectivement, il faut le voir à peu près 3 fois pour vraiment tout comprendre, hein. Alors j'ai une question à vous poser. Dans ma vie professionnelle, j'étais confronté à 3 situations bizarres. Par exemple, le président Mitterrand qui était malade en 88, qui cachait Madame Pinjot et Mazarine Pinjot. Il a pu être réélu sur un bulletin de santé qu'il avait construit, qui était propre, mais en cachant qu'il avait le cancer, par exemple. Et il a toujours caché que Mazarine Pinjot ou sa mère existaient. Bon, je tourne la page. Quand Tchernobyl est arrivé, moi j'habitais en Corse, j'ai vu, donc c'est la raison d'État qui a dû être achetée, collusion entre peut-être la raison supérieure, où on a dit à tout le monde, il ne s'est rien passé, le vent a déporté donc le nuage atomique, hein, vous pouvez manger les salades, boire le lait, et depuis en Corse, il y a eu énormément de cancers, donc du sang, etc., parce qu'en fait, on a été contaminé. Et le troisième fait, bon, par exemple, quand les 2 gendarmes, les 2 militaires sont morts, là, il y a à peu près 2 mois, au nord du Mali, par exemple, pour sauver 2 Français, la vérité, c'était pas pour les Français, c'était pour sauver les 2 espionnes de la CIA, donc américains. Les Américains nous ont beaucoup aidés, mais comment c'est possible que des trous dans la passoire fassent qu'on n'arrive pas à faire la vérité sur ces cas-là. Alors je sais que pour M. Mitterrand, il avait racheté tout un match, complètement. C'est bizarre. Bon, Tchernobyl, la santé publique, c'était les Russes qui ont envoyé ce nuage, donc on n'avait pas de tort. Pourquoi ne pas dire, prenons des précautions, mesures de précaution. Comment c'est possible que ces faits existent, quoi ? Petit a fait des conneries quand même. Enfin, la plus grosse défiance qu'on a observée dans la presse, c'était dans les années 80 avec les charniers de Timisoara. Là aussi, on a relayé une fausse information. C'est PPDA qui a été faire une fausse interview il y a eu des bêtises de fait, mais c'est terrible en fait, parce que la défiance, elle est pas venue de rien. Donc je peux que vous répondre en vous disant qu'en effet, il y a eu des erreurs de fait par la profession, mais j'ose croire aujourd'hui, par exemple, avec ce qui se passe à Rouen, que la presse fait quand même bien son travail et sur le front, à justement dire, voilà, on a compris, mais là, il faut quand même dire les choses, quoi. J'aimerais pas être à la place d'Elisabeth Borne, parce qu'à mon avis, elle a des infos. Enfin, j'ai pas regardé l'émission d'hier soir sur le sujet, mais oui, il y a eu des bêtises de fait, mais on le paye. Enfin, la profession le paye, mais tous les journalistes ne sont pas comme ça, et heureusement, d'autres ont été le dire, et d'autres ont fait leur métier, mais il y a eu une connivence qui existe. Cette époque-là, à mon avis,
est un peu derrière nous. Voilà, j'ose espérer que ça se reproduira beaucoup moins et que nous, avec Disclose, quand on fait l'enquête sur les ventes d'armes de la France à l'Arabie Saoudite, qu'on dénonce la famine au Yémen, c'est pas des sujets attendus, mais on essaie de le faire de manière attrayante, avec un format web qui donne envie de lire jusqu'au bout, même si c'est du web. Et on a eu beaucoup de retours de jeunes qui nous ont dit merci de nous avoir informés là-dessus, et qui du coup maintenant n'ont pas envie de bosser pour des grands groupes liés à l'armement ou autre. Et ça, je me dis, bon bah voilà, ce travail-là mérite d'être défendu, donc aidez-nous aussi, et on essaie de le faire du mieux qu'il peut. Donc voilà, il y a de tout comme partout. Hein. Peut-être que justement, si ces personnes qui regardaient la télé étaient davantage... prenaient davantage le temps de regarder des émissions intéressantes, il y aurait peut-être plus d'échanges justement sur des sujets de fond. Oui, après, on ne peut pas obliger, vous voyez ce que je veux dire, la télé... moi, j'en parlais un jour avec une journaliste et ça m'est resté comme image. Je pense qu'il y a des gens qui ont des métiers ou qui ont des journées qui sont peut-être pas satisfaisantes et le soir, ils ont envie de rentrer et de se remplir la tête avec des choses intéressantes. Et puis à l'inverse, il y a ceux qui ont des journées éprouvantes, ils ont tout donné et leur cerveau a juste besoin de se mettre sur pause. Et pour certains, c'est juste l'envie de se divertir ou de penser à rien et on a envie de se vider la tête. Et là-dessus, on est tous différents, donc j'ai pas de jugement. Par contre, je crois en la capacité d'un média. On peut utiliser le divertissement et l'humour pour faire passer des messages forts. Voilà, il y a des émissions qui le font très bien. Je pense que c'est à nous de choisir, en fait, derrière ça. Donc c'est minoritaire. Oui, mais c'est pour ça que c'est important. Après que la télé ne propose que ça, il n'y a pas que ça, en fait, heureusement. Non, mais j'ai terminé ma question, mais c'était plus que c'est minoritaire. Il y a Arte, France 5 de temps en temps, et puis France 2 le soir, et puis le reste de la journée jusqu'à 20h30. C'est presque inutile. Je trouve que c'est assez inutile et qu'au final, l'information, elle nous est pas vraiment apportée. C'est à nous d'aller la chercher toujours pour trouver quelque chose qui nous plaît. Donc oui, c'est mieux de faire le geste d'aller la chercher. Mais d'un autre côté, peut-être qu'on serait mieux... si on avait plus d'informations avec du vrai contenu, on serait peut-être plus heureux justement de... Après, les audiences de la télé tombent aujourd'hui. Ceux qui regardent la télé, c'est le média qui est le plus décrié. Et la télévision migre aussi beaucoup sur Internet, où il y a beaucoup de choses qui sont passées avant sur le web, avant d'être passées en télé. Elle est en train d'être modifiée. Et même nous, pour le film, on a cherché à être à la télé, mais moi, j'ai dit que ce n'était pas forcément une priorité. Et je crois que ça circule. Après... en effet, il y a ceux qui n'ont que ce réflexe de télé, et si on met une chaîne d'infos en continu, on n'aura pas forcément un contenu en effet qui amène vers le haut, ça dépend. Et en même temps, BFM s'est posé plein de questions avec ce qui s'est passé. Moi, je ne regarde pas comment ils évoluent, j'ai juste rencontré un peu Céline Pigalle pour voir. Bon, voilà, ça les a dérangés. Et après, toutes les émissions de divertissement dont on entend parler souvent, elles sont là, libres à nous. Voilà. Mais il y a des gens qui regardent et qui sont conscients de regarder des choses qui ne sont pas... Voilà, mais ça... Ils le savent en fait, j'ai confiance en ça. Je pense qu'il y a des gens qui savent, oui, on sait que c'est Hanouna, on regarde, ça me fait marrer, mais c'est tout quoi, ça va pas plus loin. Je sais pas si c'est quantifié autant. je sais pas sur le chiffre 90%, j'ai pas vu, et c'est une bonne question du coup, j'ai pas vu d'études qui décortiquent le contenu des chaînes de télévision en fonction du genre et de ce qu'il y a dedans, quoi. Peut-être que ça existe, il faut déjà me renseigner du coup, parce que ça me donne envie de le faire, de voir un petit peu, parce que j'ai avec Natacha, qui est la graphiste du film, on est en train de travailler depuis plusieurs mois sur une cartographie. Parce que je lui ai dit, en fait, moi, les images que j'ai de la presse, c'est cette grande carte que j'ai mise dans le livre, d'ailleurs, qui est Média, qui possède quoi, qui a été faite par Acrimed et Le Monde Diplo, qui montre quel actionnaire possède quel média, et on dirait une grande araignée, et c'est très intéressant. Et je lui ai dit, mais voilà, pour moi, ça entretient encore l'idée que... on ne peut pas avoir de bonne émission sur une chaîne qui est possédée par Bolloré. Et c'est faux, parce qu'il y a quand même des bons journalistes, il y a quand même des bons contenus qui sont faits, et moi, ça me fait mal au cœur de jeter, en fait, toute une rédac à la poubelle, sous prétexte qu'elle a cette marque-là qui pue et qui n'est pas bien. Et du coup, je réfléchissais à comment est-ce que je pourrais représenter mon village médiatique, mon paysage médiatique, ou le paysage tel qu'il peut exister. Ce sera un exercice très compliqué, parce qu'il y a 40 000 références en France de supports de médias externes.
Mais, et donc j'ai dessiné un paysage avec une espèce de cascade, avec un cours d'eau dans lequel j'ai mis tous les médias mainstream. Je dis en fait ça, voilà, ça c'est le mainstream, c'est ce que tout le monde connaît, plus ou moins, de nom, de loin, de près. Mais voilà. Et en fait, l'idée c'est juste sortez la tête de l'eau et voyez que là il y a une presse qui pousse un peu différemment, un peu alternative. Là il y a une presse qui prend de la hauteur dans une montgolfière, qui prend le temps. Et donc c'est plus la slow press. Bon, j'ai mis un peu mon fumier avec des trucs que j'aime pas du tout dans un coin. La presse d'extrême droite aussi, j'ai représenté, voilà. Et la presse locale, on l'a mise au centre du village, à se dire il y a plein de choses qui se passent aussi à cet endroit-là, et la PQR est un lieu intéressant qui est pas juste une feuille de chou. Enfin, et cette idée, c'est juste de représenter un peu le paysage différemment. Mais dans les représentations, j'ai aussi mis des noms d'émissions, des noms de supports, de podcasts, de choses qui montrent juste que si on regarde autrement, on peut voir d'autres choses aussi. Et dans les ateliers que j'aimerais développer avec le public, j'aimerais un peu comme en permaculture que les gens travaillent sur les zones dans lesquelles ils vont. Mais du coup, ça demande une introspection un peu quotidienne. Et essayez peut-être dès demain de le faire, c'est-à-dire qu'est-ce qu'au quotidien je vais aller écouter, lire, entendre, qu'est-ce que je note, et qu'est-ce que je vais aller faire toutes les semaines, qu'est-ce que je vais aller faire tous les mois, qu'est-ce que je vais faire sur une base plus mensuelle ou annuelle, et qu'est-ce que je pourrais faire de mieux, quelles sont les no-zones, les trucs que je laisse en friche parce que ça m'intéresse pas, et comment est-ce que je pourrais progresser dans ce régime informationnel. Parce que je pense que c'est des petites choses qu'on peut faire juste pour s'observer et voir ce qu'on pourrait faire de différent. Voilà, donc c'est des petites choses auxquelles on réfléchit pour justement avoir des outils et que après les gens s'amusent aussi à représenter ça.